Donc, pour le programme de ce webinaire d'une demi-heure environ, consacré au burn-out, mieux comprendre pour agir, on va aborder très exactement 5 parties. On abordera dans un premier temps avec Nathalie donc le burn-out autour de certaines idées reçues que l'on peut entendre autour de nous. L'idée étant de déconstruire en quelque sorte ces idées. Une deuxième partie sera consacrée à bien la définition de cette terminologie et puis de son historique. Quelle est l'histoire de l'émergence du burn-out? Une troisième partie sera consacrée aux caractéristiques du burn-out. On abordera notamment la symptomatologie qui est liée à ce syndrome d'épuisement professionnel. Une quatrième partie dans laquelle on abordera les causes, quels sont les facteurs de risque qui peuvent mener à l'épuisement professionnel. Et pour terminer, on abordera des pistes, des axes de prévention assez larges, ainsi que la prise en charge liée à ce syndrome d'épuisement professionnel. Donc, nous allons d'abord voir le burn-out, les idées reçues sur le burn-out. Alors, on entend parfois les gens dire: «Le burn-out, c'est récent, ça vient de sortir. C'est un phénomène de mode». Alors on ne peut que remarquer que c'est un terme qu'on met en fait un peu à toutes les sauces, hein. Et comme nous allons le voir plus tard, il a une origine bien précise qui ne date pas d'aujourd'hui. Une deuxième idée reçue, qu'on peut là aussi entendre, le burn-out touche les personnes mentalement fragiles. Alors c'est une erreur d'affirmer ça, pourtant c'est une phrase assez répandue et qu'on peut entendre autour de nous. Certainement, puisque la population n'a pas spécifiquement d'idées claires et précises sur ce que recouvre réellement cette notion et ce syndrome d'épuisement professionnel. Il faut savoir qu'il y a vraiment des études sur le sujet qui ont montré que la fragilité mentale ne préexistait pas du tout eh bien, à l'épuisement professionnel. Comme on le verra un petit peu plus tard dans la présentation, il y a vraiment des facteurs qui mènent au burn-out et ils sont principalement à rechercher dans l'organisation de travail, donc du côté de l'entreprise et non d'une quelconque fragilité du salarié ou de l'individu. Alors une autre idée reçue, le burn-out nous tombe dessus d'un coup. Alors là encore, évidemment, il s'agit d'une idée qui est répandue mais fausse. Le burn-out, comme nous allons le voir par la suite, c'est la conséquence d'un processus qui est long et qui peut s'étendre même sur plusieurs années. Avec une symptomatologie particulière sur laquelle on reviendra. Une quatrième et dernière idée reçue, être en burn-out, c'est la honte. Alors ça, c'est tout à fait culpabilisant et pourtant, c'est des choses qu'on peut entendre autour de nous. C'est bien évidemment totalement faux. Ce qu'on observe surtout, Nathalie et moi, qui travaillons sur ces questions-là, c'est que tout ce qui touche de près ou de loin aujourd'hui au psychisme ou à l'émotionnel s'apparenterait à un genre de maladie honteuse. Sauf que, et heureusement, depuis plusieurs années, on a quand même, je vais dire, il y a beaucoup de travail qui est fait d'information, de sensibilisation autour de la question des risques psychosociaux. On voit justement qu'il y a la nécessité de parler de cette souffrance au travail, des risques psychosociaux et donc de prévenir cette souffrance au travail, et de faire face justement à ces problématiques-là à travers des accompagnements pluridisciplinaires notamment que l'on peut proposer nous à la SSTV. L'idée étant derrière, l'objectif de cette information, c'est de pouvoir déconstruire ce genre d'idées reçues qui ont quand même, du poids, qui ont quand même une forte culpabilité, un poids de culpabilité sur les individus, Alors on va revenir sur l'historique en fait de cette terminologie pour un peu comprendre d'où ça vient et quand. Alors c'est un mot qui signifie que tout le monde le sait, hein, c'est consumer, brûler, hein. Donc on va vous expliquer pourquoi. Alors en fait, il faut remonter à 1974. C'est Herbert Freudenberger, qui est en fait un psychanalyste new-yorkais, qui va être le premier à évoquer le burn-out, hein. Il va publier dans un journal de sciences sociales l'expérience qu'il a vécue personnellement. Il faut savoir qu'il était engagé bénévolement dans une clinique gratuite. Il prenait en charge de jeunes toxicomanes en plus de son activité. Donc ce mot burn-out, en fait, c'est un terme que l'on utilisait pour désigner certains toxicomanes qu'eux, ils utilisaient en fait. Justement, dont les soignants, ils aboutissaient à un moment donné à se dire, voilà, on s'est battu avec la toxicomanie, mais c'est dépassé et maintenant il est burn-out. C'est-à-dire, il est grillé. Et en fait, c'est une pratique langagière de métier, mais qu'ils ont ensuite retourné pour désigner leur propre situation en tant que soignant, hein. Donc lui va décrire 12 étapes pour caractériser son propre état d'épuisement, puisqu'un matin, il va être dans l'incapacité de se lever. Donc c'est pour dire qu'il était vraiment complètement épuisé. Donc à partir de cette description, il va considérer que le burn-out est en quelque sorte un déséquilibre
entre donner beaucoup, hein, pour ces gens qui sont complètement investis dans leur métier, sans recevoir un retour, hein. Donc cette première description du burn-out, elle est quand même intéressante car elle est bien décrite, mais il s'agissait là, comme on peut le voir, d'un contexte qui était bien particulier, des difficultés du bénévolat, en fait, face à des patients en grande difficulté et puis le désenchantement qui pouvait en résulter pour les soignants, on peut bien l'imaginer, hein. Alors par la suite, c'est en 1976 qu'une psychologue américaine, Christina Malache et sa collègue Jackson vont reprendre les observations faites par Freudenberger, hein. Donc elles vont réaliser de leur côté 200 interviews auprès de personnes en grande détresse. Donc il s'agit de travailleurs sociaux, d'infirmières, de psychologues. Et en 1981, elles vont publier un livre qui va marquer un tournant dans la reconnaissance du burn-out, puisqu'il s'accompagne d'un outil de mesure, le MBI. Donc, on vous donnera par la suite l'accès à ce questionnaire, si ça vous intéresse, hein. Donc, à partir de cette analyse, 3 dimensions vont être décrites pour caractériser le burn-out. Tout d'abord, l'épuisement émotionnel, c'est-à-dire la sensation d'être complètement vidé émotionnellement. La dépersonnalisation, c'est quand on se met à distance, un cynisme envers les personnes aidées, qu'on n'a plus du tout d'empathie par rapport aux personnes. Ensuite, une perte d'accomplissement de soi, c'est-à-dire qu'on s'évalue complètement négativement dans le travail. Donc, à la suite de cette description qui a été réalisée dans un contexte également bien particulier, toujours dans la relation d'aide, le concept va ensuite être étendu aux professions en relation avec la clientèle, l'enseignement et puis l'encadrement. Donc, beaucoup plus récemment, l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, a, j'allais dire, défini ce syndrome d'épuisement professionnel. Il faut savoir que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, a j'allais dire, mis en ligne, créé, construit depuis plusieurs années maintenant une classification mondiale des maladies. Il en est aujourd'hui à sa 11e version, donc le CIM 11, hein, qui est sorti en mai 2019. Il faut savoir déjà que dans sa 10e version, donc dans le CIM 10, l'OMS décrivait déjà, hein, ce syndrome d'épuisement professionnel. Dans sa 11e version, eh bien, l'OMS a défini de façon plus détaillée et plus précisément ce syndrome d'épuisement professionnel. Il faut savoir que, par contre, l'OMS ne classe pas le burn-out parmi les maladies. D'après l'OMS, le burn-out n'a donc pas de statut de pathologie spécifique. L'OMS, j'allais dire, inclut le burn-out au sein d'un chapitre très spécifique, mais qui ne rentre pas dans les pathologies. Donc l'OMS, par contre, hein, définit précisément le burn-out. Il nous le définit comme résultant d'un stress chronique qui n'a pas été, stress chronique pardon, au travail, qui n'a pas été correctement géré. Alors petite parenthèse, mais c'est vrai qu'avec Nathalie, on souhaite un peu nuancer cette définition. Vous voyez déjà dans la définition même de l'OMS, on ressent une certaine culpabilité de l'individu qui n'aurait pas su gérer, voilà, gérer un stress. Sauf que ce n'est pas à l'individu forcément de gérer un stress, mais c'est plutôt à l'organisation de travail, eh bien, de s'atteler à la prévention du stress. Voilà. Petite parenthèse, la parenthèse est fermée. Néanmoins, c'est la définition de l'OMS. Donc, il nous précise également que le burn-out se caractérise par 3 dimensions. Donc, ces 3 dimensions, eh bien, elles recoupent très précisément ce que Malache et Jackson avaient déjà mis en évidence il y a plusieurs décennies, ce que vient de vous évoquer Nathalie. Donc, première dimension, première caractéristique, un sentiment de manque d'énergie ou d'épuisement. Deuxième dimension, un retrait vis-à-vis du travail ou du cynisme, des sentiments de négativisme liés au travail. Et enfin, une perte d'efficacité professionnelle, une perte d'engagement, d'accomplissement professionnel. C'est la définition de l'OMS toujours, hein. L'OMS nous précise également que le burn-out ou épuisement ou syndrome d'épuisement professionnel désigne spécifiquement des phénomènes relatifs au contexte professionnel et ne doit pas être utilisé pour décrire des expériences dans d'autres domaines de la vie. Et ça, c'est intéressant puisqu'on entend beaucoup autour de nous pardon, dans les médias de burn-out parental, par exemple, hein, je prends juste cet exemple-là. Il y a quand même nécessité de trouver peut-être d'autres terminologies pour caractériser cet épuisement qui ne toucherait pas la sphère professionnelle, qui toucherait d'autres sphères de la vie. Voilà, mais en tout cas, le burn-out est spécifiquement à utiliser dans un cadre de travail, cadre professionnel.
On va aborder maintenant les caractéristiques du burn-out. On va continuer un petit peu de définir déjà ce phénomène. Donc, le burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel caractérise finalement la situation de l'individu qui a totalement consumé ses ressources pour faire face à ses contraintes de travail. Littéralement, le salarié s'est consumé, comme on l'a vu dans l'étymologie du mot. Il s'agit en fait d'un salarié qui s'est épuisé face à une situation de travail qui, à un moment donné, a nécessité trop d'énergie. L'individu n'a plus su faire face à cette situation de travail chronique au quotidien. Le burn-out est un processus qui s'inscrit donc dans le temps et se détermine par les 3 dimensions qui se succèdent et qu'on vient effectivement de décrire. Le burn-out est un syndrome. Un syndrome, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble de signes cliniques et de symptômes qui apparaissent progressivement et de façon cumulativement. Le burn-out est à distinguer des notions de stress, par exemple, ou des notions d'addiction au travail, ou encore de dépression. Le burn-out n'est pas une dépression, c'est important de le préciser. Il y a des tableaux cliniques qui sont différents entre la dépression et le burn-out. Par contre, le burn-out peut mener jusqu'à la dépression. Voilà, à distinguer ces 2 notions. C'est pour ça qu'on vous l'a précisé dans cette slide. Alors, devant l'ampleur des problématiques de burn-out qui ont été relayées par les médias et dont nous avons entendu parler avec des événements assez dramatiques, il faut savoir que des experts ont été auditionnés en mars 2016 dans le cadre de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, avec pour objectif de mieux cerner les définitions de l'épuisement professionnel, de procéder à un état de la situation actuelle sur l'ensemble des champs concernés et de mieux connaître les intervenants sur le terrain et leurs actions. Alors, parmi les spécialistes qui ont été interviewés, nous avons écouté en fait les auditions de 2 spécialistes que nous connaissons bien, puisqu'il s'agit de Marie Peset, qui est docteure en psychologie et qui a créé la première consultation Souffrance et travail en 1997 à Nanterre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il en existe près de 150, hein. Et Christophe Dejour, psychiatre, psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages également, hein. Donc lors de cette audition, les experts, donc on a entendu, sont revenus sur l'origine et les causes de l'épuisement professionnel et qui prend racine dans les facteurs organisationnels du travail et les modes de management, hein. Donc nous allons reprendre, nous nous sommes nourris effectivement de ce que nous avons entendu, hein, de ces experts que nous connaissons, pour reprendre et vous expliciter par la suite les causes, hein. On verra ça dans les diapositives suivantes. Avant de passer aux causes, on va plutôt parler conséquences, mais en tout cas symptomatologie du burn-out. Il y a 5 types de manifestations essentielles sur le salarié qui est touché par un burn-out. Les symptômes, comme je disais, sont très souvent cumulatifs. Il y a rarement un type de manifestation qui, qui s'exprime chez un individu, hein. C'est souvent, c'est tout le temps, même cumulatif. On a plusieurs manifestations qui peuvent émerger chez la personne. Tout d'abord, des manifestations émotionnelles. Par exemple, ça peut prendre la forme de peurs plus ou moins bien définies par l'individu, des tensions nerveuses, une humeur triste, un manque d'entrain global général, une irritabilité, une hypersensibilité de l'individu, une absence totale ou partielle d'émotion ou encore une perte de libido, etc. Des manifestations également physiques qui sont diverses, des troubles du sommeil, des troubles psychosomatiques au sens large, une fatigue chronique, des tensions musculaires, une prise ou une perte de poids plus ou moins brutale, des maux de tête, des nausées ou encore des vertiges. Également, c'est un troisième type de manifestation, des manifestations cognitives, des problèmes de concentration, des erreurs, des oublis qui peuvent être de plus en plus récurrents et fréquents dans le travail notamment, ou même dans la vie privée, des difficultés dans la prise de décision ou encore des difficultés à réaliser plusieurs tâches à la fois, hein. Les personnes ne sont plus du tout multitâches. Des manifestations également comportementales, un repli sur soi, un isolement social, des comportements d'agressivité, plus ou moins d'empathie, en tout cas une perte effectivement de l'intérêt à l'autre et d'empathie portée envers l'autre, ou encore des comportements addictifs, des troubles de l'addiction. Également, pour terminer, des manifestations motivationnelles, un désengagement progressif, notamment dans le travail, une baisse de la motivation, une baisse de l'estime de soi, donc une dévalorisation de soi et de ses compétences, de son travail,
et ou encore un effritement des valeurs que l'individu associe au travail. La symptomatologie est bien évidemment plus large que celle-ci. En tout cas, ce sont les manifestations qu'on retrouve les plus fréquemment chez les individus qui effectivement sont touchés par ce syndrome d'épuisement professionnel. Ce n'est pas une liste exhaustive. Alors, nous allons voir maintenant les causes du burn-out. Donc telles qu'elles ont, j'allais dire, été décrites, notamment par Marie Peset et Christophe Dejour, ils nous ont décrit, lors de cette commission, un certain nombre de transformations dans le monde du travail qui ont eu lieu qui ont été observées ces dernières décennies. Donc il faut faire un saut dans le temps, hein, si j'ose dire, et ces transformations-là, elles ont propulsé l'émergence de nouveaux risques psychosociaux. 3 transformations majeures sont observées. Première transformation à l'œuvre dans les organisations, tout d'abord une augmentation des formes de travail flexibles. Donc un recours notamment abusif eh bien, au CDD, au temps partiel, qui précarise pardon, et insécurise grandement les salariés, les individus, hein. Première transformation majeure. Deuxième point, l'envahissement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc l'apparition du mail notamment, et puis de toutes les technologies nomades, téléphone portable, ordinateur portable, qui nous suivent, tout au long de notre vie, aussi bien vie professionnelle que dans notre vie, privée, hein. Et puis, 3e transformation, liée notamment à un nouveau, modèle managérial mis en place dans le milieu des années 70 à peu près, hein, qui passe notamment par l'individualisation de la gestion des salariés, les entretiens annuels, les objectifs annuels, l'individualisation des performances, hein, des primes individuelles, et puis la gouvernance qu'on appelle la gouvernance par les nombres, l'utilisation en quelque sorte de tableaux de bord, d'algorithmes, de machines pour finalement décrire le travail. Donc ce sont tout un tas d'outils de finance qui sont mis en œuvre, créés pour décrire toute la subjectivité du travail. Donc vous imaginez le retentissement que l'on a pu observer à ce niveau-là. Plusieurs dégâts, j'allais dire, hein, observés de ces transformations qui ont été à l'œuvre dans le monde du travail. Tout d'abord, une porosité complète entre la vie privée et la vie professionnelle, liée notamment aux nouvelles technologies qui nous suivent partout. Donc il y a aujourd'hui une hyperconnexion, une hyperjoignabilité, une injonction, à être toujours joignable, hein, en quelque sorte. L'espace consacré au travail est devenu, entre guillemets, «liquide». Tout en mort aujourd'hui, eh bien, on peut le consacrer au travail. Vous voyez un petit peu l'effet délétère, hein. 2e dégât constaté, un chacun pour soi, c'est-à-dire un délitement des collectifs de travail, hein, une perte de soutien social entre pairs, PAIRS, et une perte de leur relation avec la hiérarchie, du fait justement, hein, de l'évaluation permanente et individualisée des individus dans leur quotidien de travail. 3e dégât, entre guillemets, observé aujourd'hui, un envahissement ce que l'on appelle les pathologies de surcharge, dont fait partie, bien évidemment, l'épuisement professionnel, hein. Ces pathologies de surcharge, eh bien, elles mettent à jour la vulnérabilité, les limites du corps humain. Tout simplement, le corps humain n'est pas fait pour endurer des cadences, des cycles de production, du chronométrage permanent et tout un tas de facteurs de stress chronique à l'œuvre dans le milieu professionnel, hein. Et puis, dernier dégât constaté, un travailler en mode dégradé, c'est-à-dire faire toujours plus vite avec toujours moins de moyens et toujours moins de ressources. Ça, c'est observé dans tous les secteurs d'activité, hein. On l'observe nous sur le terrain et donc ça insécurise et ça met en grande difficulté et ça peut mener effectivement à la souffrance des individus dans le cadre du travail. Donc, toujours dans les causes du burn-out, nous allons voir les facteurs de risques psychosociaux qui sont liés au travail. Donc, il y a plusieurs effectivement facteurs qui prennent racine dans l'organisation du travail qui peuvent contribuer à l'émergence des risques du burn-out. Donc, ils ont fait l'objet en fait d'une classification en 6 axes par le Collège d'expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux, c'est le rapport GOLAC. Et nous, effectivement, dans l'évaluation des risques psychosociaux, dans nos actions, nous, effectivement, nous servons de cette batterie d'indicateurs, hein. Donc, je vais faire brièvement un petit peu le tour. Dans les exigences du travail, ça va être tout ce qui est quantité de travail, avec sentiment parfois d'avoir trop de travail. La pression temporelle également, hein, le sentiment de manquer de temps, de devoir se dépêcher. Et puis, les problématiques d'équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, hein. Les exigences émotionnelles, donc ça va être tout ce qui est tension avec le public, hein, travailler en contact direct, va subir des agressions verbales, physiques
Également le contact avec la souffrance pour certains métiers, devoir cacher ses émotions et également les peurs au travail, hein. Alors l'autonomie, ça va être l'autonomie procédurale, choix ou non dans la façon de travailler, hein, liberté de décider, de pouvoir ou non interrompre sa tâche. L'utilisation des compétences, est-ce qu'à un moment donné, je peux apprendre au travail, utiliser pleinement mes compétences pour évoluer? La prévisibilité du travail, est-ce que je peux anticiper mon travail? Et la participation au changement, est-ce que je suis consultée en cas de changement dans mon entreprise? Alors, les relations de travail, ça va concerner tout ce qui est soutien social au travail. Est-ce que du côté de mes collègues, je peux être soutenue, je peux avoir de l'aide, également au niveau de ma hiérarchie? C'est là également qu'on rencontre toutes les violences internes, hein, les violences verbales, des comportements agressifs, hein, des collègues ou de la hiérarchie. Également la reconnaissance des efforts. Est-ce qu'à un moment donné, je me sens utile? Est-ce que j'ai le sentiment que mon travail est reconnu à sa juste valeur? La reconnaissance, on sait bien qu'elle est symbolique parce que ça va bien au-delà du salaire, hein. Alors ensuite, le pilotage de l'activité. Est-ce que je reçois des ordres contradictoires? Est-ce que mes missions sont claires? Ensuite, les conflits de valeurs, ça va être les conflits éthiques. Est-ce que je dois faire des choses que je désapprouve dans mon travail? Est-ce que je dois mentir et trahir mes valeurs personnelles? On rencontre également la qualité empêchée. Est-ce que je peux ou pas faire du bon travail? Est-ce que j'ai les outils pour? Et également le sens du travail. Est-ce que mon travail a encore un sens? Est-ce que je fais des tâches qui sont utiles? Pour finir, l'insécurité du travail, ça va être la sécurité de l'emploi, du salaire, de la carrière, la possibilité effectivement d'évolution et la situation de l'entreprise. Est-ce que effectivement mon entreprise va subir des fusions, des réorganisations, des gros changements? Et la soutenabilité du travail. Est-ce que j'ai le sentiment de pouvoir toujours faire ce même travail jusqu'à l'âge de la retraite? Donc là, on a vu effectivement tous les facteurs de risque psychosociaux tels qu'ils ont été définis par le rapport Golac, hein. Et donc c'est bien effectivement dans ces facteurs-là, hein, qu'il faut trouver, j'allais dire, les causes du burn-out, hein. En cas d'exposition chronique à ces facteurs de risques psychosociaux, de façon cumulée ou non, hein, dans chaque situation de travail, on n'est pas exposé à un seul facteur de risque, mais bel et bien une pluralité. Lorsqu'il y a cette exposition chronique aux facteurs et en l'absence de régulation collective, en l'absence de points d'appui, en l'absence de facteurs motivationnels et de facteurs protecteurs, eh bien, le risque de basculer dans le syndrome d'épuisement professionnel existe. D'où l'intérêt, effectivement, de prévenir l'émergence de ces facteurs de risque psychosociaux pour prévenir le burn-out. Donc très rapidement, on a abordé donc les facteurs liés à l'organisation, les facteurs environnementaux liés au travail. Il y a un certain nombre de facteurs liés à un individu. Il faut quand même vous porter à votre connaissance, puisque des études montrent que les traits de personnalité joueraient un rôle dans la survenue du burn-out. Par contre, et on vous l'a indiqué, hein, vraiment pour le faire ressortir, que ce facteur individuel ne réduit absolument en rien l'influence des facteurs environnementaux, organisationnels liés au travail dans l'émergence du burn-out, hein. Les causes, elles sont vraiment recherchées avant tout et prioritairement, principalement dans le travail, dans les conditions de travail. Et un autre aspect individuel, hein, à prendre en compte, c'est l'importance primordiale du travail dans la vie et l'identité de l'individu, c'est-à-dire le sens et la place que donne l'individu au travail ou les valeurs que la personne associe au travail. Marie Peset nous dit que ce sont les salariés qui ont des valeurs d'exécution du travail les plus élevées qui ont le plus de risques de, j'allais dire, développer ce syndrome d'épuisement professionnel. Donc voilà sur les facteurs individuels. Donc on va terminer ensemble, hein, ce webinaire sur notre dernière partie, prévention et prise en charge. Donc, le principal levier de prévention de l'épuisement professionnel, hein, comme je l'ai assez répété, est à soulever du côté de l'organisation de travail. Il faut savoir que l'employeur doit tenir compte des conditions de travail. Il a d'ailleurs l'obligation, hein, de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. C'est l'article L4121-1 du Code du travail. À ce titre, il y a un certain nombre de documents réglementaires, hein, que l'employeur doit tenir. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, ainsi que la fiche d'entreprise, sont des documents qui protègent l'employeur, hein, tout à fait. L'entreprise, elle doit donc agir sur les facteurs de risques psychosociaux pour prévenir l'épuisement professionnel auprès de ses salariés.
Et donc, on a souhaité mettre en avant plutôt 3 axes plus particulièrement liés à cette prévention du burn-out. Tout d'abord, impliquer les salariés en renforçant, effectivement leur participation dans les prises de décision en cas de projet, en cas de, voilà, j'allais dire oui, de projet ou de choses en cours dans l'entreprise. L'idée, c'est d'associer au maximum les salariés dans, les prises de décision en interne. Ça peut également passer par le partage, favoriser les partages dans la façon de faire le travail entre salariés, donc des espaces d'échange formels où les collègues peuvent échanger entre eux sur, bien la façon de faire le travail, sur les problématiques rencontrées dans le travail. Ces espaces d'échange, eh bien, ils permettent, bon, à la fois d'impliquer les salariés dans le travail, mais aussi d'éviter, eh bien, tout conflit, interpersonnel et puis tout conflit éthique autour de la qualité du travail. Ça, c'est important. Et puis, ça passe nécessairement également, Nathalie l'a évoqué, hein, mais par l'aspect reconnaissance du travail accompli, c'est-à-dire, valoriser le travail réalisé, les compétences de chacun, faire des retours réguliers sur le travail. Christophe Dejour nous dit que la reconnaissance, eh bien, c'est, l'armature de la santé mentale, hein. Donc il y a vraiment, le besoin d'être reconnu, d'être valorisé dans le travail qui est accompli, dans les efforts fournis, dans l'engagement fourni par les individus dans leur travail. Deuxième axe, améliorer les relations de travail, en favorisant le soutien social et en évitant l'isolement. Marie Peset nous dit que le burn-out, hein, c'est une pathologie de la solitude. Donc, il y a vraiment nécessité de pouvoir renforcer les liens entre salariés. Par exemple, en mettant en place, comme on l'a vu, hein, des groupes d'échange sur les pratiques professionnelles, des espaces d'échange formels où les pairs, PAIRS, peuvent échanger entre eux sur le travail, sur les difficultés, sur les projets, etc., etc. Eh bien, ça peut aussi passer, hein, par, j'allais dire, la mise en place de projets communs dans lesquels on va co-construire ces projets, j'allais dire tous ensemble, voilà, qui permettent, j'allais dire, de mettre du lien dans les équipes. Pourquoi ne pas créer un groupe de travail pour, travailler sur tel ou tel projet ou pour travailler, par exemple, sur la prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise? Ce sont ces projets communs et cette co-construction qui va permettre d'améliorer les relations de travail. Ça passe également aussi, hein, comment est-ce qu'on peut améliorer les relations de travail? Ça passe par, je vais dire, la définition claire des rôles et des missions de chacun. Préciser les objectifs de travail, les attributions, les responsabilités de chacun pour éviter tout conflit interpersonnel. Ça, c'est important que chaque salarié puisse savoir quel est son rôle, jusqu'où s'arrête son rôle, quelles sont ses attributions pour éviter tout, conflit, toute tension dans les équipes, hein. Et également, on a parlé des espaces d'échange plutôt formels. Ça passe également par, le fait de favoriser les temps, d'échange informels entre collègues, c'est-à-dire les moments de pause, les moments de convivialité qui permettent, là encore, d'améliorer les relations et de vraiment tisser tout un j'allais dire un tissu, social dans l'entreprise, hein, l'individu est un être social à part entière, avant tout. Et puis, dernier axe, agir sur l'organisation de travail. Par exemple, organiser une rotation des activités pour justement limiter, les aspects liés à la quantité, à la surcharge de travail, hein. Le burn-out est une pathologie de surcharge, donc il y a vraiment une nécessité, 2e aspect, d'évaluer, de considérer la charge de travail individuelle et collective qui est à l'œuvre. Ça passe par une répartition juste et équitable des tâches dans les équipes, par la planification claire et précise du travail dans le temps, pour rendre le travail prévisible et sécuriser les individus, hein. Ça passe également par le fait d'ajuster, par exemple, hein, l'effectif de personnel en fonction des besoins organisationnels. On a parfois des périodes un petit peu plus denses en termes d'exigence du travail, hein, en matière de pression temporelle, de quantité de travail tout simplement. Et bien, du coup, l'idée, c'est de pouvoir vraiment ajuster, de donner un maximum de ressources aux salariés pour faire face momentanément, lors de ces périodes-là, faire face du mieux possible, et bien, à la charge de travail qui est demandée. Donc voilà pour la prévention collective. Comme on vous a mis en bas, hein, ça passe par la mise en place d'une démarche de prévention des risques psychosociaux et par des actions de sensibilisation des différents acteurs sur ces questions-là. Sensibilisation à ce qu'est le burn-out, bien sûr, mais sensibilisation également, eh bien, aux facteurs de risques psychosociaux et à leur prévention. Pour prendre de la hauteur, essayer de décortiquer, de comprendre un petit peu quelles peuvent être les situations de travail qui peuvent mettre des individus en souffrance. Ces actions, ces démarches-là de sensibilisation ou ces démarches de prévention,
Nathalie et moi, notamment sur le volet psychosocial, pouvons eh bien, vous accompagner, que ce soit dans l'évaluation des risques psychosociaux ou dans des actions de sensibilisation plus précises. Il ne faut pas hésiter effectivement à nous solliciter. En matière de prévention individuelle du burn-out, eh bien, ce que l'on met en avant, notamment, avec Nathalie, eh bien, c'est le souci de l'autre. C'est primordial, hein. Que l'on soit encadrant ou collègue, il s'agit vraiment d'aller vers l'autre, de proposer une écoute, une aide attentive, dans le cas où on repérerait, plusieurs symptômes, plusieurs signaux que je vous ai évoqués tout à l'heure, hein. Donc ça passe par effectivement le souci de l'autre, aller vers l'autre. C'est vrai que ce que parfois certains me disent, hein, c'est que, voilà, je vois que mon collègue, ne va pas forcément bien. Pour autant, je n'ose pas forcément aller vers lui, puisque je ne vais pas savoir quoi lui répondre, j'ai pas forcément de solution à lui apporter. Ce qu'il faut savoir avant tout et ce que je dis, c'est que les personnes qui sont en souffrance au travail notamment, eh bien, ce qu'elles attendent, c'est pas des solutions concrètes, hein. Ce qu'elles attendent avant tout, c'est d'être considérées dans leur souffrance et d'être écoutées. Donc tendre la main, c'est écouter la personne, écouter attentivement, dans les bonnes conditions, bien sûr, hein. Mais il faut vraiment pas hésiter à, être attentif aussi, nous, bien sûr, et écouter, proposer une écoute, soutenante à la personne qui serait potentiellement en difficulté, hein. Ça passe effectivement, cette prévention individuelle, par l'implication de l'encadrement, hein, dans l'accompagnement du salarié qui serait potentiellement en souffrance. Donc réaliser notamment des entretiens individuels pour rechercher les causes professionnelles du burn-out ou en tout cas de la souffrance professionnelle. Si besoin, la personne de l'encadrement, eh bien, elle peut coupler ces entretiens-là, ces entretiens exploratoires, par une observation des situations de travail pour se rendre compte un petit peu de ce qui se joue dans le quotidien de la personne, d'un point de vue plus concret, hein. L'objectif derrière étant, pour l'encadrement notamment, hein, entre autres, de pouvoir alerter la direction, les élus, un niveau plus haut donc, alerter pour proposer et mettre en place des actions concrètes pour justement, limiter ces risques-là. Effectivement, l'idée, c'est aussi se faire accompagner, d'avoir des relais, en matière de prévention individuelle de la souffrance au travail, hein. Donc pour cela, vous avez effectivement la possibilité de contacter le médecin du travail qui aura la possibilité de faire intervenir donc son équipe, par exemple l'infirmier, hein, qui peut travailler potentiellement avec lui, les préventeurs que sommes Nathalie et moi, ou encore le médecin du travail a aussi la possibilité d'orienter le salarié vers un spécialiste pour l'accompagner au mieux, et bien dans cette problématique-là qu'il traverse, hein. Donc le diagnostic et la prise en charge du salarié, en situation d'épuisement professionnel, eh bien, effectivement, ça passe par, j'allais dire une prise en charge médicale. Cette prise en charge médicale du burn-out, elle est pluridisciplinaire et bien évidemment adaptée, en fonction de la sévérité des symptômes, hein. Elle se fait généralement très rapidement, je vous explique très rapidement, hein, elle se fait généralement en plusieurs étapes. Il y a tout d'abord une phase, hein, de repos qui de toute façon est indispensable, une phase de repos très longue, très importante. Comme on l'a vu, la personne a consommé, consumé toutes ses ressources. Donc l'idée, c'est qu'elle puisse retrouver un semblant, d'énergie, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou physique, hein. Donc il y a une première phase de repos très importante. Ensuite, une période de reconstruction identitaire. Donc là, ça passe effectivement par un accompagnement, pluridisciplinaire, hein, centré vraiment sur, les aspects, psychiques notamment de la personne, pour qu'elle puisse se reconstruire finalement, son identité. Puisque cette identité-là, elle a été clairement et totalement mise à mal par ce syndrome d'épuisement professionnel. Une troisième étape, qui, là va j'allais dire se consacrer à une réflexion autour de la renaissance du désir de travailler. Donc une fois que la personne remobilise petit à petit ses ressources, on va pouvoir reparler, réinterroger la personne sur son rapport au travail et sur son désir de travailler. Donc ça encore, ça doit nécessiter un accompagnement spécifique, hein, pour, aider au mieux, la personne. Et puis pour terminer, enfin, on va envisager avec la personne la possibilité de retourner au travail, soit sur le poste initial à aménager, hein, ça se fait en lien avec le médecin du travail et l'employeur notamment. On peut venir également en support sur ces questions-là. Donc sur le poste initial ou bien sur un autre poste de travail dans l'entreprise ou alors dans une autre entreprise, hein. Donc on voit finalement, eh bien que c'est un cheminement vraiment progressif, graduel dans le temps,
pour que la personne elle puisse vraiment remobiliser toutes ses ressources qui ont été clairement et totalement consumées, hein. Donc toujours pour rester sur le champ effectivement de la prévention, comme vous l'a dit Clément, vous pouvez faire appel à nos équipes, hein. Donc, tout d'abord, on a le pôle médical avec le médecin du travail que vous pouvez contacter, l'infirmière santé-travail, l'assistante médicale et l'assistante santé-travail. Concernant le pôle technique, donc nous avons le pôle ergonomie, risques psychosociaux, nous avons 2 ergonomes et puis, Clément et moi-même, hein. Nous avons aussi, au niveau du risque, du pôle risque professionnel, 2 ingénieurs en prévention, une spécialiste du risque chimique également et dans le pôle social, nous avons une chargée d'action sociale qui va s'occuper de la remobilisation et du maintien dans l'emploi. Donc n'hésitez pas effectivement à faire appel, à notre service de santé au travail. Ça, c'est important, hein. Alors concernant effectivement, la période covid, on voulait vous faire part du fait qu'on avait mis en place une cellule d'écoute téléphonique, donc qui perdure toujours à ce jour, hein. Donc Clément et moi-même effectivement avons réceptionné, bah, un grand nombre d'appels pendant cette période, si particulière. Mais s'il y a besoin, effectivement, nous restons toujours à disposition. Nous avons préféré la maintenir, hein, de toute façon. Donc voilà. Alors concernant les ressources proprement dites, n'hésitez pas à aller sur ces sites, hein. Alors un site qui est vraiment très précieux, c'est Souffrance et Travail, donc le site qui a été créé par Marie Peset, dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous retrouverez le test de burn-out, plus un test de propagation du burn-out, hein, c'est un autre test. Il y a également des guides, des dossiers thématiques et des vidéos, hein, également, hein. Donc c'est vraiment très intéressant, je vous invite à aller sur ce site. Vous avez effectivement aussi un dossier, sur le syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out sur le site du gouvernement, hein, travail-emploi.gouv. L'INRS, propose également un dossier sur l'épuisement professionnel et sur les risques psychosociaux. Il y a de nombreux dossiers sur les RPS et puis notre site internet également qui est ressources, hein. Vous trouverez pas mal de choses et puis de ressources, de contacts téléphoniques aussi si vous avez besoin, il y a tous les numéros. Alors quelques brochures, qui sont vraiment très bien faites. Tout d'abord, stress, harcèlement, agression, burn-out, 9 conseils pour agir au quotidien. Donc il est vraiment très intéressant. Il reprend tous les facteurs de risques psychosociaux dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les idées reçues et ensuite une brochure, stress, harcèlement, agression, burn-out, en parler pour en sortir, sur la droite et qui effectivement propose, différents interlocuteurs, services de santé au travail, médecins traitants, inspection du travail et ce qu'elles peuvent faire pour vous aider. Donc n'hésitez pas, vous pouvez télécharger ces brochures en fait, on peut les télécharger, hein. C'est en accès libre sur le Ouais, site de ouais, l'INRS, ouais. vous tapez ED, voilà, 6250 ou 6251 et vous aurez, tout à fait la possibilité de télécharger ces brochures en format Mmh. PDF. Et puis effectivement, juste pour terminer, un petit point sur nos webinaires à SSTV. Donc en replay sur notre site internet, donc vous pouvez retrouver un certain nombre de thématiques. On vous en a mis, certains sur cette slide. Donc on avait fait un webinaire, il y a quelques mois avec Nathalie sur justement l'impact psychosocial de la crise sanitaire du Covid, et ainsi que quelques recommandations, hein, pour les employeurs et les salariés. Un second webinaire sur le télétravail, organiser son activité de travail, donc plutôt qui traitait l'aspect installation, aménagement au poste de travail à la maison, notamment l'aspect plutôt ergonomie au poste en télétravail. Un autre webinaire, management des salariés en télétravail et prévention des risques. Donc là, on abordait l'ensemble de la prévention des risques, notamment psychosociaux, en cas effectivement de travail à distance. Donc on a essayé de donner un certain nombre de clés pour repérer ces risques et puis les prévenir au mieux. Et puis un webinaire plus récent, plutôt vraiment sur l'aspect ergonomie, hein, travail sur écran, aspect pratique. Donc tous ces replays-là, vous pouvez les retrouver sur notre site internet dans la rubrique webinaire. Les prochaines thématiques ne sont pas encore disponibles sur notre site, mais vous aurez le planning et le programme qui devraient sortir là, dans les prochains jours, prochaines semaines, sur la deuxième partie de l'année. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à consulter notre site internet et à vous inscrire sur les thématiques qui vous intéressent. Voilà. Alors, on en a fini pour cette présentation. Vous avez notamment nos coordonnées, l'adresse mail sur laquelle éventuellement nous solliciter. Et puis, on va passer au temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions.